Donc on a toujours un feeling quand on est dans le secteur sur le nombre de gens qui investissent et sur l'augmentation du nombre de gens qui ont investi en crypto. Mais tant que tu n'as pas les chiffres, en fait, tu parles dans le vide. Toi, tu dis à tes potes ou à tes parents, mais si, je vous jure, ça augmente. Ou tu dis aux banques, mais si, je vous jure, il y a plein de clients qui ont des cryptos, il faut que vous montiez une offre. En fait, tant que tu n'as pas les datas, ça ne sert à rien. Ce qui est quand même rassurant, c'est que ça reste l'actif qui est le plus investi par les femmes, par rapport aux actions, aux obligations, etc. Et donc c'est vrai que quand moi j'entends souvent dire la crypto c'est un truc de mec, alors certes, statistiquement, bon, ça reste une majorité d'hommes, mais c'est moins un truc de mec que le reste des actifs. Bonjour Claire. Salut. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu fais partie des figures quand même les plus importantes dans l'écosystème crypto en France. Je ne sais pas si on t'avait déjà reçu en podcast d'ailleurs sur crypto. Si, je crois, mais c'était au tout début des podcasts crypto. Ça va être un des premiers avec Valentin. D'accord. Je suis même pas sûre qu'il y avait la vidéo. Ah oui, d'accord. Donc ça fait un petit moment, on t'a jamais reçu depuis, donc c'est l'occasion de le faire. On y reviendra, mais tu as un parcours quand même assez important dans cette industrie en France, dans le domaine des cryptos. Aujourd'hui, tu es VP Stratégie chez Deblock. Tu vas venir justement nous en parler. Je précise d'ailleurs, puisque voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est un podcast qui est réalisé en collaboration avec Deblock, donc tu nous présenteras ce que c'est. Mais d'abord, pour commencer, on en parle de ton parcours. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es, comment tu as découvert les cryptos et qu'est-ce que tu as fait avant de rejoindre Deblock? Ouais, alors moi j'ai découvert la crypto en 2015. Donc à cette époque-là, je finissais mes études, j'ai fait une école de commerce. Il se trouve qu'avec des copains de promo, dont Alexandre Sachenko, qui est aussi assez connu dans l'écosystème maintenant, on découvre ces sujets. Alors à l'époque, on ne parlait pas trop de crypto, en fait, on parlait plutôt de blockchain. Donc on découvre la crypto par la blockchain et on se rend compte qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, un peu moins en France. Et on sent qu'il y a un truc à faire en France, sans trop savoir quoi. Et puis petit à petit, on monte un site web, on écrit des articles et on commence à faire des formations pour des entreprises. Et donc petit à petit, on est passé des formations au conseil, au développement technique et on a monté une boîte qui s'appelait Blockchain Partner, qui était, on va dire, le premier cabinet de conseil pure player en France sur ces sujets-là. Donc on a bossé pour des grandes boîtes. On a vendu le cabinet en 2021 à KPMG. Et puis au fur et à mesure des années, voilà, on est passé des sujets blockchain aux sujets Web3, tokenisation, crypto, même si au fond tout ça veut dire la même chose. Moi je suis restée chez KPMG 1 an et demi en tant que directrice blockchain et crypto. J'en suis partie, j'ai fait un peu de freelance et là effectivement ça fait 3 mois que j'ai rejoint Deblock. Donc une aventure qui a démarré quand même très tôt avec Blockchain Partner, après une belle année du coup de travail avec KPMG. Ouais. Ça ressemblait à quoi l'écosystème crypto à ce moment-là, même si bon, là, en pas 2015, forcément. En 2015, comment ça vous est venu l'idée, je veux dire, d'aller bosser avec des entreprises? Je sais qu'aux États-Unis ça se faisait peut-être déjà, mais aujourd'hui on sait que c'était quand même encore compliqué. Comment convaincre des entreprises en 2015? Ouais, non mais c'est marrant parce que pour le coup c'était vraiment un écosystème, pas au sens biologique du terme, tu vois, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a un vrai secteur, tu vois, il y a des entreprises, il y a des levées de fonds, il se passe beaucoup de choses. En 2015, globalement, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Tu vois, il y avait la maison du Bitcoin, il y avait bitcoin.fr, enfin, tu avais quelques points de référence un peu comme ça, mais tu en avais très peu. Et en gros, les sachants, ceux qui connaissaient très bien ces sujets-là, ils étaient sur le Slack de CryptoFR, qui était l'association qui aussi repérait un peu les scams de l'époque et qui luttait toute seule d'ailleurs contre ces scams parce que le régulateur ne voyait pas tout ça. Et en gros, on rencontrait les gens qui s'y connaissaient en allant soit sur ce Slack, soit en allant au Soft Bar, qui est un bar dans Paris où il y avait des meet-up Bitcoin tous les premiers mercredis du mois. Et en gros, il y avait 15 personnes, plus ou moins toujours les mêmes, qui étaient des gens qui avaient des bonnes connaissances techniques sur le sujet et qui formaient les nouveaux arrivants. En fait. Donc c'était vraiment tout petit. Et en fait, ce qui s'est passé en 2015, c'est qu'il y a eu quelques-unes de très gros médias, genre The Economist et tout, qui font que les entreprises se sont dit « Ah mais attends, il y a une nouvelle techno ». En fait, je ne sais pas si tu travailles dans un média, donc tu connais ce que c'est, mais en gros, il y a des hypes technologiques comme ça dans le secteur médiatique. Et donc, il y a des périodes où tous les médias parlent d'intelligence artificielle, où tous les médias parlent de big data, ou je ne sais pas quoi. Et à l'époque, tous les médias se sont dit « Putain, mais en fait, il y a la blockchain, c'est incroyable ». Et donc, ça a percé comme ça. Et forcément, les entreprises se sont dit « Ah mais attends, il y a un truc à faire, il ne faut pas qu'on loupe cette techno ». Et donc, les départements innovation ont commencé à bosser sur la blockchain. Et à l'époque, en France, personne ne parlait de blockchain. Et nous, on avait un site web qui s'appelait Blockchain France, qui était super bien référencé. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à bosser avec des entreprises. Ok, c'est intéressant. Après, oui, ça devait être une époque où forcément
ça ne ressemblait absolument pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour beaucoup qui nous écoutent, qui ont dû arriver au cours alors soit en 2017, soit pour la plupart 2021, le marché était quand même déjà bien installé, on avait des Ouais. grosses entreprises. Il faut se rendre compte que c'était le lancement d'Ethereum. Quand moi, je suis arrivée. Je me souviens, la grosse actu du moment, c'était les gars, ils sont en train de lancer un truc qui s'appelle Ethereum. Et on ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air énorme. On parlait de construire sur des blockchains, alors même qu'il n'y avait pas encore ces blockchains à smart contract avec la possibilité voilà, il n'y de avait pas construire tous les standards ERC20, les NFT n'existaient pas. Il n'y avait pas de cadre réglementaire en France non plus encore à l'époque. Il y avait zéro cadre réglementaire, il n'y avait pas de KYC sur les plateformes. C'était très artisanal. Et les grosses blockchains, je me souviens, il y avait Bitcoin, et il y avait un gros débat sur la taille des blocs. Oui, bien sûr. À l'époque, sur est-ce qu'il faut faire grossir les blocs ou pas. On ne parlait pas encore de surcouche et de Lightning Network. C'est vrai que quand j'y repense, là, ça n'avait vraiment rien à voir avec aujourd'hui. C'est plus les mêmes débats. Et justement, donc aujourd'hui, après tout ce parcours que tu as eu, tu as rejoint Desblocs. Alors Desblocs, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste en fait? Ouais, Desblocs, c'est le premier compte courant qui accepte les cryptos, dans le sens où c'est un compte courant, tout ce qu'il y a de plus normal, ce que vous avez l'habitude d'utiliser avec des néobanques, mais auquel est adossé un portefeuille crypto qui est en self-custody. Donc l'utilisateur gère vraiment ses cryptos et il a les clés. Et nous, Desblocs, on n'a pas accès à ces cryptos. Et l'avantage, c'est qu'il y a vraiment ça dans la même application. Donc quand vous ouvrez l'appli, vous avez un onglet compte et un onglet crypto. Et vous pouvez passer super facilement de votre compte courant à votre portefeuille crypto. Sachant que c'est un vrai compte courant, puisqu'on est régulé par la CPR et par l'AMF. Et c'est un vrai portefeuille crypto en self-custody. Et donc ça permet de passer très facilement de l'un à l'autre, ce qui est parfois compliqué aujourd'hui. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, j'avais une question à te poser. Puisque tu as quand même énormément d'expérience, tu as monté une boîte, tu l'as revendue, tu as ensuite fait du freelance. Donc je pense que tu as dû avoir beaucoup de demandes, j'imagine, de la part de plein d'entreprises dans l'écosystème crypto. Tu devais être très sollicité. Qu'est-ce qui t'a motivé particulièrement à choisir Desblocs? J'ai eu effectivement quelques demandes, mais après on était en bear market, donc c'était pas non plus la période où tout le monde recrutait. Mais oui, j'ai eu des demandes et c'est vrai que en plus quand tu fais du conseil, tu deviens très critique sur les projets. Et donc c'est vrai que j'étais assez exigeante sur les projets ou les boîtes que je pouvais envisager de rejoindre. Et Desblocs, alors il y a plusieurs choses qui m'ont convaincue. D'une part, la vision, qui est quand même, j'ai envie de dire, puriste des deux côtés. C'est-à-dire qu'on fait les choses proprement, on est régulé, mais en même temps, on fait de la crypto, on la fait vraiment. On fait de la self-custody, on ne fait pas de l'exposition à des produits synthétiques, des ETF ou je ne sais pas quoi. On fait vraiment de la crypto. Et donc cette vision-là, elle m'a plu. La deuxième chose qui m'a plu, c'est la solidité de l'équipe, puisque c'est une boîte qui est montée par des gens qui ont bossé dans le monde bancaire, financier traditionnel. Le CTO a aussi bossé chez Ledger, le CEO a déjà revendu plusieurs boîtes. Donc c'est vraiment une équipe de fondateurs qui est très solide. Ça, c'est assez rare dans la crypto. Et c'est aussi une boîte qui était, je pense, au bon stade de développement pour moi. C'est-à-dire que c'est une boîte qui n'était pas encore trop grosse. Tu vois, c'était pas un Coinbase qui arrive en France. Et c'était pas une boîte qui était trop petite. Il y avait déjà des fonds, il y avait déjà une équipe, il y avait déjà une ambition. Et donc c'est vrai que toutes les cases étaient cochées à titre personnel. Il y avait le terreau fertile pour construire quelque chose d'intéressant et on est encore dans... puis il y avait un fit humain aussi avec l'équipe, avec les fondateurs. Et on est encore tôt dans le développement des blocs, puisque là, vous venez d'annoncer une levée de fonds au moment où on se parle aujourd'hui, donc ce sera il y a quelques semaines pour ceux qui vont écouter le podcast, 12 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Le lancement n'est pas encore fait. En revanche, les promesses, elles sont là, ça intéresse énormément. On parle, donc, comme tu le disais, déjà d'un acteur qui est PSAN, qui est reconnu, la promesse d'avoir un compte courant qui peut être associé à un compte crypto, et surtout, moi en tout cas, ce qui me semble être le plus intéressant, c'est cet aspect self-custody. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, d'abord, comment ça fonctionne techniquement, à quoi ça va ressembler pour les utilisateurs, et ensuite, qu'est-ce qui vous a motivé à partir là-dessus, alors que justement, la tendance est plutôt à l'inverse? Justement, j'ai envie de dire, moi en tout cas, ce qui m'a motivé à les rejoindre et ce qui les a motivés à partir là-dessus, c'est de voir la tendance inverse qui, je trouve, est très triste et est aussi un peu risquée, parce que tous les points de centralisation sont aussi des nouveaux points de risque. Et donc cette volonté-là, c'est vraiment la volonté de redonner à l'utilisateur une forme de souveraineté aussi sur son portefeuille, sur son argent, de redonner de la résilience aussi, puisque alors évidemment, sur la partie bancaire, donc le compte courant, là, c'est centralisé chez nous, tu vois, c'est le monde euro classique.
Mais sur le portefeuille, tu as une vraie indépendance sur la gestion de ton argent. Et je trouve que ça, c'est une vision qui est intéressante et qui est presque délaissée aujourd'hui par plein de plateformes crypto. Et c'est dommage. Alors, après, c'est la nature aussi. On fait du business, on fait ce qui est pratique. Et souvent, ces choix-là de custody qui ont été faits, ils sont faits pour des raisons d'expérience utilisateur. Parce que voilà, quand tu fais de la self-custody, tu vois, que ce soit un Ledger ou un MetaMask, pour le commun des mortels, c'est quand même pas super simple. Tu vois, la seed phrase, les 24 mots, quand tu connais pas, faut un peu se former et il faut pas avoir peur. Et nous, l'idée, c'est justement que ça soit très fluide et très simple et qu'il n'y ait pas cette barrière de seed phrase de 24 mots. Justement, Voilà. comment Donc, ça se passe comment ça se marche? Alors, techniquement, nous, on utilise la technologie MPC, donc Multi-Party Computation. Alors, je vulgarise un peu parce qu'évidemment, techniquement, c'est plus compliqué, mais en gros, le MPC, ça consiste à diviser la clé en fragments. Et donc là, il y a un fragment de clé qui est dit actif, qui est sur le téléphone de l'utilisateur, qui est un fragment qui permet d'initier des transactions, par exemple. Et il y a un fragment passif qui est stocké chez des blocs. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que nous, des blocs, on n'a pas la capacité d'initier une transaction. On n'a pas la capacité d'aller prendre des fonds, par exemple, sur le portefeuille de nos utilisateurs. Et l'utilisateur, lui, il peut initier ses transactions simplement avec un bouton. Tu n'as pas besoin de rentrer une seed phrase. Tu n'as pas besoin pour recover ton portefeuille, là aussi, d'avoir tes 24 mots écrits, que tu réécris quelque part, etc. Donc, l'expérience utilisateur est vraiment la plus simple possible. Ça ressemble en fait à de la custody. Et nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est proposer la self-custody avec une expérience que tu as d'habitude chez des custodians. Et la vraie preuve de la self-custody, c'est que l'utilisateur peut exporter sa clé à n'importe quel moment. Si tu vas dans les paramètres de ton compte, sur la partie crypto, tu peux exporter ta clé et donc aller récupérer tes cryptos, par exemple, sur ton MetaMask si tu n'as pas envie. On n'a pas nécessairement l'obligation d'extraire cette clé. C'est-à-dire que pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément très à l'aise, qui n'ont pas envie de la stocker, qui n'ont pas envie de prendre ce risque-là, ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent finalement, à un moment donné… ça reste de la self-custody dans tous les cas, puisque Desblocs n'a jamais accès à tes fonds. Néanmoins, c'est vrai que tu peux avoir des niveaux de confiance différents. Tu peux avoir des gens qui se disent moi, je veux vraiment sauvegarder les choses au cas où, j'en sais rien, demain, il y a une catastrophe nucléaire, les serveurs de Desblocs explosent, les serveurs des tiers de confiance qui sauvegardent les clés chiffrées explosent aussi. Et donc, c'est vrai que là, tu peux exporter tes clés. Puis, si tu décides de plus faire confiance à Desblocs et de partir sur un autre wallet, tu peux aussi exporter tes clés et aller récupérer tes cryptos sur un autre wallet. Et ça, c'est une vraie différence. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé quand on a commencé à parler de self-custody. Pour ceux qui nous écoutent, self-custody, c'est donc le fait d'avoir la gestion donc, de ses clés privées, donc de son wallet finalement, et de ses cryptos, à l'inverse de certaines plateformes centralisées, pour lesquelles donc, on n'a pas la gestion de sa clé privée, et ça peut donner des situations un peu embêtantes. C'est ça, en fait, les plateformes crypto aujourd'hui centralisées, tu vois, les Binance, Coinbase et autres, c'est des sortes de nouvelles banques, tu vois, de la crypto. Et nous, on pense que, enfin, on n'a rien contre les banques spécifiquement, mais c'est bien d'être une banque sur l'euro, mais la crypto, c'est quand même censé apporter autre chose. Et c'est censé vraiment décentraliser aussi la gestion des actifs. Et donc, ce qui est vraiment puriste dans la crypto, c'est de permettre à l'utilisateur de gérer lui-même ses clés. Alors que justement, je le disais tout à l'heure, la tendance en ce moment, elle est plutôt d'aller vers des produits financiers qui sont intermédiaires. Là, ça a été clairement le sujet des derniers mois dans l'écosystème crypto, les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Alors, je n'ai pas vérifié la statistique, mais je crois qu'on est aux alentours de 4% des bitcoins qui sont détenus par le biais de ces ETF. C'est possible, oui. Donc voilà, cette tendance, elle va certainement continuer elle va se poursuivre dans les prochains mois. Ils vont prendre de plus en plus d'ampleur, ces ETF. On en a d'autres qui arrivent aux quatre coins du monde, je pense à Hong Kong aussi. Donc on est plutôt dans cette tendance-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de cette ambition aussi des cryptos, celle que tu nous as décrite? Quel est ton avis sur ce sujet-là? Alors, c'est une bonne question parce que effectivement, alors, pour moi, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est celui de l'expérience utilisateur au sens large, c'est-à-dire ce que tu vois sur ton écran, la réglementation qu'il y a autour, etc. Et aujourd'hui, cette tendance de la custody, elle s'est développée, enfin, custody et ETF, etc. Elle s'est développée parce que l'expérience utilisateur sur la self-custody n'était pas terrible. En fait, il faut le dire. Et donc, je pense aussi que si, du côté self-custody, on arrive à proposer une expérience utilisateur qui est très fluide, on limitera très clairement cette tendance à la custody centralisée. Ça, pour moi, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, c'est que je pense aussi que cette tendance à la custody, elle est poussée par le régulateur qui a besoin de contrôler aussi certains intermédiaires, qui a besoin de tracer les flux. Et le régulateur, il est rassuré quand il a en face de lui des personnes qui, grosso modo, lui disent « Ok, on va se conformer à une réglementation qui correspond à celle du monde bancaire, et donc on va recentraliser tout ça et créer des très grandes entreprises. » Et en fait, même si c'est la tendance du marché qui est, j'ai envie de dire, forcée un peu par la régulation, bah, on n'est pas obligé de s'inscrire dedans. Et en tout cas, nous, je pense qu'on a réussi à bien combiner les deux, c'est-à-dire à rassurer le régulateur parce que bah, on est régulé, on est agréé par la CPR, etc. Mais voilà, on propose un vrai portefeuille en self-custody. Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible à l'avenir que tous les investisseurs en Bitcoin le fassent par une plateforme comme des blocs ou par une clé Ledger? Enfin, moi, j'ai un peu de mal à croire que l'épargnant américain lambda qui n'a jamais investi dans les cryptos auparavant se détourne d'un ETF Bitcoin Spot qui peut être acheté facilement par le biais d'un plan d'épargne, par son assurance vie, enfin les équivalents là-bas. En fait, les utilisateurs, ils vont aller là où il y a la facilité, là où il y a le moins de frais. Généralement, c'est aussi basique que ça. Donc, si demain, tu as une solution comme des blocs, bon, nous, on n'est pas dispo aux États-Unis, mais imaginons que tu as un équivalent qui soit aussi facile d'utilisation et avec très peu de frais, bah, ils iront là-dessus. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, pourquoi les ETF gagnent des parts de marché? Parce qu'ils s'inscrivent dans des produits d'épargne classiques, parce qu'ils ont peu de frais. Et donc, c'est cette facilité qui les rend très attractifs. Et moi, je pense que si on arrive à proposer quelque chose d'aussi facile d'accès, facile d'utilisation en self-custody, ça marchera aussi bien. Ok. Moi, c'est un avis intéressant. Et cette question revient quand même assez souvent, je trouve. Et après, la facilité d'utilisation, même si c'est aujourd'hui le critère principal de beaucoup d'investisseurs, c'est pas non plus le seul critère. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi sensibles au fait d'être résilients et indépendants sur la gestion de ces fonds. Alors, je suis d'accord, c'est, je pense, minoritaire sur le marché. Néanmoins, c'est des gens qui ont un vrai besoin aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans les difficultés pour cash out. Tu vois, tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en self-custody ou même parfois qui sont sur des plateformes qui n'arrivent pas à cash out auprès de leur banque parce que les banques n'ont pas de chainalysis, ne vont pas regarder ce qui est sur les blockchains et tracer ce qui s'y passe. Et donc, il y a un vrai besoin pour ces personnes-là d'arriver à cash out leur crypto dans le monde bancaire. Et c'est là qu'on intervient aussi pour résoudre ce besoin-là. Et donc là, on apporte une vraie facilité d'utilisation que tu n'as pas en fait chez les plateformes custodiennes. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est une vraie question aussi, voilà, la problématique bancaire aujourd'hui pour ceux qui veulent retirer leur crypto. Mais moi, je suis quand même convaincu qu'il y a toute cette génération qui n'est pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies et qui, je pense, ne fera jamais l'effort d'aller trouver une nouvelle plateforme quand on a un produit financier comme les ETF, même si au fur et à mesure, avec les générations qui arrivent, ça pourra changer, bien sûr. Oui, c'est ça. Et puis, il faut bien se dire, quand tu regardes les détenteurs de crypto aujourd'hui, de manière générale, ils sont plus jeunes que la moyenne de la population. Donc, je ne dis pas que nous, on ne s'adresse pas aux gens de 60 ans. Évidemment, on serait très content d'avoir des personnes de tous âges chez des blocs. Mais forcément, on voit aussi que les jeunes générations sont très familières des outils numériques. Et nous, on propose vraiment une application. Enfin, tu n'as pas encore testé, mais tu verras. L'onboarding, il se fait en 3 minutes. Et c'est une expérience que tu as chez n'importe quelle néobanque. C'est hyper simple à utiliser. Et donc, tu n'as pas de barrière, tu n'as pas d'obstacle à la self-custody. Ouais. Mais en plus, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, les applications de paiement, elles se multiplient. On a PayPal, on a des Lydia, par exemple, pour se faire des virements entre amis. On a notre application bancaire. Et je m'étais déjà posé cette question-là quand j'avais vu le développement des premières applications crypto qui essayaient de partir sur ce biais-là, à un moment donné, il faudrait avoir une application qui essaye de réunir un peu tout ça. Et en tout cas, Desblocs, je trouve, sur cet aspect-là, arrive à merge au moins deux aspects que sont le côté bancaire et le côté hold de ces cryptos. Ça, c'est intéressant. Et alors, tu as évoqué tout à l'heure l'aspect des régulateurs et je voulais te poser une question là-dessus. Je pense que ta réponse tournera autour de ce sujet-là. Personnellement, depuis l'approbation des ETF Bitcoin Spot, j'ai beaucoup de questions, notamment quand je me balade sur des événements ou que je discute avec des gens qui sont des investisseurs crypto et qui suivent Cryptost, mais qui ne sont pas vraiment dans ce domaine-là, du rêve de Satoshi
ou Ah oui, des quelques des valeurs, tu veux mots-cris, dire? ouais, des Ouais. valeurs de Bitcoin et des mots-cris aussi sur le fait que bah voilà, vous avez ouvert vos portes à la finance traditionnelle, vous qui étiez censé la combattre, finalement, vous vous alliez Ouais. avec elle. Euh, Quel est ton avis là-dessus? Je sais que tu en as fait d'ailleurs une tribune Ouais, il y alors, a ouais, quelques enfin, temps. bon, je comprends le reproche, hein, parce que c'est sûr que les ETF, c'est pas la décentralisation et la révolution de la finance, donc c'est sûr. Maintenant, je trouve que c'est un reproche qui est un peu facile, euh, parce que déjà, c'est un reproche qui part du principe que le secteur crypto, c'est un secteur complètement homogène avec des gens qui sont tous d'accord. En fait, c'est pas le cas. Mm. Dans le secteur crypto, tu as des gens qui sont des puristes, qui sont des bitcoiners, qui font que de la self-custody sur des paper wallets, et puis tu as des gens qui sont là pour monter un business. Et tu as des gens qui montent des boîtes et qui sont effectivement pas là pour les valeurs traditionnelles, mais qui sont arrivés parce que c'était un secteur en croissance économique et que c'était intéressant de monter des boîtes. Donc ce reproche-là, en fait, il fait fi de toute nuance dans le secteur crypto. Maintenant, si tu regardes les puristes, les maximalistes Bitcoin, eux, ils sont pas du tout ravis qu'il y ait des ETF. Hein. Mm. En fait, ils s'en fichent un peu. Ils iront eux jamais sur des ETF et presque ils trouvent ça dommage pour l'image du secteur. Et ils sont un peu méfiants quant à l'intérêt de la finance traditionnelle sur les cryptos. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein de gens qui n'ont pas spécialement voulu ce rapprochement avec la finance tradie, Mm. euh, mais qui ont été plus ou moins obligés de rentrer dans le moule. Parce qu'à un moment donné, quand tu as une réglementation qui arrive et qui dit bah, il va falloir faire du KYC, il va falloir prendre les pièces d'identité de vos clients, il va falloir mettre en place des process, bon, ben, qu'est-ce que tu fais quand tu as monté une boîte, même si tu es un puriste? Ben, en fait, tu embauches des directeurs juridiques, tu embauches des gens qui ont fait de la compliance auparavant dans le monde bancaire, et donc en fait, ton ADN de puriste, il se dilue, parce que tu n'as pas le choix, parce que sinon tu meurs, en fait. Donc tu es obligé d'embaucher ces personnes-là, d'avoir un ADN qui change un peu, parce que bah, c'est ça qui te permet de rester en vie, quoi, de continuer ta boîte. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on en arrive à un stade où la réglementation a fait que bah, il n'y a pas eu le choix d'incorporer des gens qui venaient de la finance plus traditionnelle, de correspondre aussi à la réglementation. Alors c'est pas exactement de la réglementation bancaire, mais ça y ressemble quand même un peu. Et donc on en arrive là avec une espèce de mix entre la finance tradie et la partie crypto. Mais je trouve que c'est un reproche un peu facile parce que c'est pas du tout ce que voulaient les gens qui étaient dans la crypto au début. Mais c'est quand même là qu'on en arrive aujourd'hui. Et pour moi, c'est surtout la réglementation qui a poussé dans cette direction-là. Alors pour des raisons qui sont légitimes, hein, mais le fait est que c'est plus le régulateur qui est à l'origine de ce moment-là. C'est intéressant, moi je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect-là. Et je retiendrai pour tous ceux qui me poseront la question à l'occasion de Paris Blockchain Week, je ressortirai cet argument-là. Mais voilà, en tout cas, ça remet encore plus, je trouve, en lumière le fait que c'est intéressant d'avoir, pour prendre l'exemple de Débloc, une espèce de pont finalement entre ces deux mondes-là, en Ouais. conservant au moins un petit peu les valeurs de base des cryptos, à savoir cette self-custody qui est quand même importante. Et donc, comme quoi, bon, voilà, on peut réussir à trouver un intermédiaire Ouais. qui est viable, tout en étant régulé en plus. Donc ça c'est important. Bon, en tout cas, on parle de ces ETF. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont être un vrai catalyseur de l'adoption Ouais, en tout cas de sûr. Bitcoin, de l'investissement sur Bitcoin, ça c'est certain. En France, bon, on ne peut pas investir par le biais de ces ETF. Toutefois, on voit quand même qu'il y a une augmentation du nombre d'investisseurs en crypto. Il y a eu un récent rapport donc, de KPMG, Ipsos et Ladan qui en parle. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots rapidement? Tu l'as lu, tu l'as étudié? Ouais, alors je l'ai lu et enfin je l'ai d'autant plus lu que c'est quand j'étais chez KPMG qu'on a initié le tout premier rapport. Et donc c'est vrai que depuis, c'est un rapport qui est fait chaque année. Et je trouve que c'est hyper utile d'avoir déjà en France des données qui sont fiables parce que bon, nous, on le sent bien, enfin toi aussi, tu vois, tu es dans le secteur, donc tu sens bien d'année en année si ça se développe plus ou moins. Tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui t'en parlent, tu vois qu'il y a des amis qui ont investi ou qui ont vendu. Donc on a toujours un feeling quand on est dans le secteur sur le nombre de gens qui investissent et sur l'augmentation du nombre de gens qui ont investi en crypto. Mais tant que tu n'as pas les chiffres, en fait, tu parles dans le vide. Toi, tu dis à tes potes ou à tes parents, mais si, je vous jure, ça augmente. Ou tu dis aux banques, mais si, je vous jure, il y a plein de clients qui ont des cryptos, il faut que vous montiez une offre. En fait, tant que tu n'as pas les datas, ça ne sert à rien. Et donc, cette étude, elle est très précieuse parce que voilà, tu as une méthodologie sérieuse, tu as 2000 sondés, etc. Alors après, personnellement, je pense qu'il faudrait passer à encore plus. Parce que finalement, sur les 2000 personnes sondées, là, on était à 12% qui ont des cryptos en 2024.
Et donc forcément, derrière, quand tu veux poser des questions plus détaillées, c'est 12%, tu es vite limité par l'échantillon. Parce que 12% de 2000, ça fait un petit échantillon. Et donc c'est vrai que là-dessus, quand tu veux poser des questions, par exemple, sur les plateformes qu'ils utilisent, sur le type de crypto dans lesquels ils investissent, tu as moins de fiabilité que sur le pourcentage, qui est quand même relativement fiable sur les 2000 personnes. Sur la question des 12%, ce qui est certain, c'est que la fiabilité normalement du chiffre, elle est assez forte. 2000, je veux dire, pour un sondage, c'est quand même assez important. Même si on passait à 10 000, je crois que la marge d'erreur, elle évoluerait très peu. En revanche, comme tu dis... Ça, effectivement, après, sur les questions de détail, sur combien vous avez investi, quelle plateforme, etc., tu as un peu moins de fiabilité parce que forcément, l'échantillon est plus petit. Donc voilà, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, n'hésitez pas, il faut des sponsors pour cette étude, je pense que ce sera encore mieux. Si on peut atteindre les 10 000, exactement. Sondés, ce serait pas mal. Mais bon, le point positif, en tout cas, de l'édition 2024, c'est qu'on voit que le nombre de Français qui ont des cryptos a augmenté. Et donc, ça veut dire que le secteur se développe alors même qu'on était dans une période de bear market très difficile. Donc ça, c'était une assez bonne surprise. Avec une bonne part quand même je crois que c'est les 18, 25 ans, 30, je ne sais plus c'est quoi la tranche d'âge, mais en tout cas, les jeunes sont les plus représentés. Oui, en fait, on avait déjà dans les années précédentes des données qui nous disaient le profil type est un peu plus jeune que la moyenne et un peu plus souvent un homme que la moyenne. Il y avait 60% d'hommes, 40% de femmes, et puis l'âge moyen devait être à 40 ans, alors que la moyenne nationale est un peu au-dessus. Et là, on se rend compte que c'était encore plus fort, on va dire plus radical, c'est-à-dire que c'était encore plus souvent des jeunes et encore plus souvent des hommes. Et je pense que c'est lié au fait que comme on était dans une période de bear market, en vrai, les profils qui investissaient dans la crypto étaient encore plus stéréotypés que les années précédentes. Après, voilà, il faut aussi rajouter, comme on le disait, le fait que le pourcentage entre 2022 et 2023 sur la quantité de femmes a évolué de 5 points ou 10 points, je crois. Mais il y a aussi cet aspect de l'échantillon du sondage est peut-être un peu moins représentatif. Ça, je sais pas. Moi, ce que je dirais surtout, c'est que, alors, je trouve ça dommage que, effectivement, on ait des investisseurs encore plus masculins que l'année précédente. C'est quand même relativement normal au vu de la période. Et surtout, ce qui est quand même rassurant, c'est que ça reste l'actif qui est le plus investi par les femmes par rapport aux actions, aux obligations, etc. Et donc, c'est vrai que quand moi, j'entends souvent dire la crypto, c'est un truc de mec. Alors, certes, statistiquement, bon, ça reste une majorité d'hommes. Mais c'est moins un truc de mec que le reste des actifs. Bon, ça c'est intéressant. Et alors je vois qu'on arrive bientôt à la fin, donc malheureusement on va pas pouvoir s'étendre encore plus sur le sujet, même si ça aurait été intéressant d'en parler. En revanche, je voulais te poser une dernière question pour revenir un petit peu sur Desblocs. Voilà, on a parlé de cette levée de fonds, on a parlé d'un lancement bientôt. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu cette roadmap pour 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors là, on est sorti sur les différents stores, donc Android et Apple aujourd'hui, on est le 9 avril. D'accord. Donc on a des utilisateurs qui commencent à arriver. On avait déjà des bêta-testeurs, évidemment, quelques centaines. Et on est en train de faire une montée en charge progressive de l'application, puisque alors, on a vraiment beaucoup de demandes, donc c'est une super nouvelle. Mais pour des raisons techniques évidentes, passer de 200 à 20 000 en 3 jours, c'est un peu compliqué. Donc on va faire une mise en charge progressive, une montée en charge progressive. Et l'objectif d'ici la fin de l'année, idéalement, ça serait d'arriver à 200 000 utilisateurs, ce qui est beaucoup. Mais ce qui est réaliste au vu du nombre ou du marché, en fait, au vu du nombre de gens qui ont des cryptos, au vu du nombre de gens qui galèrent aussi pour cash out leurs cryptos et pour lesquels on a une valeur ajoutée qui est assez forte. Donc, premier objectif, la France en 2024. Et à partir de 2025, aller ailleurs en Europe, notamment avec le passeport MiCA, et la réglementation qui est arrivée, qui va nous permettre, avec l'agrément, d'aller chercher le reste du marché européen. Ok, là c'est intéressant, on suivra ça. Et donc comment est-ce qu'on peut essayer de pouvoir justement avoir ce ticket pour pouvoir utiliser l'application? Il y a des manières de le faire pour l'instant alors sur la liste d'attente, je ne sais pas quand sortira l'épisode, donc on verra peut-être qu'au moment où l'épisode sera sorti, les vannes seront complètement ouvertes, donc tout le monde pourra y accéder. En attendant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme pour remonter dans la file d'attente si vous invitez des amis. Ok, voilà. Ça marche. Bon, voilà, vous avez trouvé. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire de Cryptos pour inviter du monde, peut-être que ça marchera. En tout cas, merci d'abord de nous avoir donné un petit peu de ton temps pour aussi ces discussions qui sont très intéressantes, et je pense que au-delà même du sujet de Desblocs, je pense que ça intéressera aussi les gens d'avoir ton avis sur toutes ces questions-là. Nous, on continuera de suivre le développement de l'application.
Et puis voilà, je te Trop cool. souhaite déjà de Merci. profiter de Paris Blockchain Week, puisque Ouais. on attendait ce podcast à l'occasion de Paris Blockchain Week. Et puis on se reverra très vite, je pense, pour en discuter. Trop cool. Bah, merci pour l'invitation. Ciao.